Dans cet épisode, l'affaire Manéché. Aux yeux de tous, la famille de Betty Manéché est parfaite. Un père qui réussit dans l'informatique, une mère au foyer modèle, des frères et sœurs pour partager les jeux d'enfants. Mais entre les murs de leur pavillon de banlieue, la réalité est tout autre. Denis, le père, se déchaîne. Coups, brimades et viols deviennent le quotidien de la petite Betty et de sa sœur Virginie. Après des années de calvaire, Betty trouve enfin la force de dénoncer son bourreau. Mais elle est bannie à jamais du cercle familial. Comment va-t-elle malgré tout réussir à s'en sortir? Et qu'adviendra-t-il de ce père tortionnaire? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. L'homme retourne l'arme contre lui. Ce drame terrible, qui fait 2 victimes un soir d'octobre 2014, trouve son origine 23 ans plus tôt. Nous sommes en 1991, dans le village de Saint-Pathus, en Seine-et-Marne. C'est une région très forestière. Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. On a un grand parc autour de la maison. À l'époque, Denis, le père de famille, est l'exemple parfait de l'homme à qui tout réussit. La famille Manéché, une famille ordinaire qui vit dans un petit village. Benoît Varin, avocat de Betty Manéché. Les enfants sont normalement scolarisés, ont des relations normales avec le voisinage, les amis. La famille Manéché, c'est la famille parfaite. Beaux enfants, en bonne santé, avec des moyens en plus. Des activités qui peuvent être coûteuses, le ball-trap, l'aviation de tourisme, la moto. Ce sont toutes les passions de Denis Manéché. Du point de vue matériel, tout se passe bien et on peut considérer que tout va bien. Aux côtés de Denis, il y a Laurence, son épouse depuis 11 ans, et leurs 4 enfants, dont Betty. Pour nous, aujourd'hui, elle a accepté de raconter ce qu'était leur quotidien, une époque qui semblait celle des jours heureux. Une maman au foyer avec des enfants propres sur eux qui vont à l'école. Betty Manéché. Tout ce qui paraît normal et tout ce qu'on rêve de construire. Les enfants, ce sont Virginie, 10 ans, Betty, 8 ans, et les 2 petits garçons de 5 et 2 ans. Mais cette famille exemplaire est aussi très discrète. Si on les aperçoit parfois dans les rues de Saint-Pathus, personne au village ne connaît vraiment les Manéché. On remarque juste cet isolement, le fait que c'est une famille qui n'a pas envie que des témoins extérieurs viennent constater son fonctionnement. Nous sommes isolés, nous n'avons jamais reçu de copains à la maison. C'est pas le genre de famille où on invite les copains d'école à un goûter le mercredi. On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit. Quand on voit cette maison, on se dit... Doane Buis, journaliste à l'Obs. On se dit qu'effectivement, Denis Manéché, il a voulu se mettre là pour ne plus avoir de voisins. Les premiers voisins, ils sont à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. C'est une famille qui est un peu insaisissable. Les Manéché finissent par apparaître mystérieux. Le fait que pendant 13 ans, dans le même village, on ne connaît pas mon père, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose derrière. Qui sont vraiment les Manéché? Et aurait-il quelque chose à cacher? Le voisinage s'interroge. D'autant plus que Laurence, la mère au foyer, est tout aussi discrète. Quant à Denis, c'est un homme très occupé. On a mon père qui est jamais là. En fait, il part le matin, il est directeur service après-vente. Il est arrivé à un poste de cadre supérieur plutôt enviable. Il a beaucoup de passion. Il a un avion, il a les motocross, il a les dernières motos sorties. Quelqu'un qui a une situation assez florissante. Denis Manéché est un type qui parle bien, qui présente bien, qui a un certain ascendant sur ceux qu'il côtoie. Il a l'ascendant que peut donner la réussite. La confiance qu'on obtient quand on est parti d'un faible niveau social et d'un faible niveau d'études
pour aboutir à un poste assez enviable. On n'a jamais relevé de dysfonctionnement dans sa vie professionnelle. Au travail, il fait l'unanimité. Et tous les jours, en fin de journée, c'est un Denis enjoué qui salue ses collègues avant de reprendre le chemin de la maison pour vite retrouver sa petite famille. Mais quand Denis arrive à la maison, c'est une toute autre histoire. Une fois chez lui, il n'est plus du tout le même homme. Il y a le moment où la grille se referme quand il rentre du travail le soir. Et là, c'est plus du tout la même chose. À la maison, c'est totalement différent de ce qu'on peut laisser transparaître. Il y a deux Denis Manché, il y a deux familles Manché finalement. C'est une vie entièrement placée sous le contrôle du père, qui veut absolument tout maîtriser. Personne dans le village ne se doute de ce qui se passe dans la maison familiale. Denis Manéché fait régner en permanence un climat de terreur. Tout le monde était terrorisé. Il fallait mettre ses pantoufles devant la maison, tout préparer, toute la cuisine soit faite. Il y a une liste des tâches ménagères à accomplir. La maison tournait autour de lui. Et lui était le chef de tout, il régimentait tout, il réglementait tout. Tout était à lui et on n'avait pas le choix. On est des marionnettes. Toute la famille marche au pas au rythme des ordres de Denis, qui applique une discipline de fer. Déjà, quand il rentre à la maison, c'est le silence total. On sait que Denis Manéché a une conception très autoritaire de la relation familiale. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Manéché. Des règles doivent être suivies, des règles bien sûr qu'il édicte lui-même. Comme un surveillant d'internat, voire de prison. Ces garçons diront d'ailleurs que certaines corvées étaient totalement absurdes et qu'elles avaient pour seul but de les épuiser. Et lorsqu'il estime que ses ordres ne sont pas exécutés comme il le souhaite, il devient violent. Lorsque les corvées n'étaient pas exécutées dans le temps ou comme le père le souhaitait, il y avait des punitions corporelles qui avaient été mises en place. Ce sont des punitions qui sont des punitions qui relèvent de la torture. Les punitions sont terribles. Les garçons et Betty vont décrire notamment le fait de devoir rester à genoux, mais pas quelques minutes. C'est 2, 3, 4, 5 heures les mains levées, en prenant un coup dès que les mains retombent. Avec une glace, il va vérifier qu'on tient bien debout. On demande l'autorisation pour aller aux toilettes. Et on a super mal au dos et on a super mal aux genoux. C'était des volées de coups qui les laissaient par terre. Et il fallait qu'on plie. C'est une vie de terreur. C'est lui le chef, et eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Toute la famille Manéché vit dans la terreur depuis des années, avec des coups, des menaces, des punitions à chaque instant. Le système Manéché, c'est que vous ne pouvez pas sortir de son orbite. On n'avait pas le droit d'avoir des liens déjà à l'extérieur avec des amis et encore moins entre frères et sœurs. Il était complètement à sa merci, que ce soit la mère ou les enfants. Parce qu'on est tenu par la terreur de notre père. Quand Denis est à la maison, toute la famille vit dans la peur. Et lorsqu'il est absent, il a tout prévu pour ne laisser aucun répit à ses victimes. Il avait même installé des caméras de surveillance tout autour de la maison. Il dit, je vous préviens, je vous vois de loin. Betty Manéché. C'était encore un moyen pour dire, je vous surveille. Il y a des caméras dans tous les angles et les filles raconteront que pour faire ce qui était interdit, c'est-à-dire plus tard fumer une cigarette ou même parler entre elles. Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. Elle connaissait les angles des caméras et elle savait qu'il y avait quelques endroits où elle pouvait s'isoler du regard du père. Denis Manéché contrôle les moindres faits et gestes de sa famille. Par exemple, il interdit de fumer sous son toit.
La mère et Betty, quand elles fument, elles tentent de fumer en se cachant des caméras de surveillance. En fait, et je suis dans le lit. Betty, qui n'est encore qu'une enfant, vient d'être violée par son père. Je suis perturbée parce que la porte, elle s'ouvre. Ma sœur me recherche partout dans la maison. Je sais qu'elle me voit moi dans ce lit-là. Après, je sors de cette chambre et j'ai peur de croiser son regard. Je me cache et elle me questionne. Et je mens. Je dis non, j'étais là, elle me fait non, c'est pas vrai. Et elle me dit qu'elle m'a vue dans le lit de papa. Elle me prend la main et on n'attend qu'une seule chose, c'est que ma mère revienne à la maison. Lorsque leur mère arrive, les fillettes se précipitent. Et c'est Virginie, la grande de 12 ans, qui parle. Betty découvre alors avec effroi que sa sœur... Vous savez très bien. Et voilà, c'est parti pour 10 ans. Ça deviendra une habitude. À partir de ce jour, les choses vont se répéter. Sous la surveillance de Laurence, Virginie et Betty vont se succéder dans le lit de leurs parents. On n'a pas un père alcoolique, désœuvré et abruti, je vais dire. On a plutôt quelqu'un d'intelligent, d'éduqué. Ça arrive d'autant plus discrètement que ce sont des gens intelligents qui commettent les faits. On ne le comprend pas. C'est le père qui décide que ça doit se passer comme ça. Ma mère ne fait rien. On est petite. Comme on a peur, on plie et on y va. Ça va être une tâche en plus et un calvaire en plus dans la maison. On n'est pas des enfants. Et on le sera jamais. Betty est désespérée. Elle ne voit pas comment elle pourrait s'en sortir. Car personne ne se doute du calvaire que subit la famille au quotidien. Mais en 1992, un an après le premier viol, l'emprise exercée par Denis Manéchet pourrait vaciller. Betty, un jour, va faire un malaise à l'école. Benoît Varin, avocat de Betty Manéchet. Et elle va être conduite dans un centre hospitalier. Je suis hospitalisée 1 semaine pour malnutrition. Elle raconte qu'il arrive aussitôt à l'hôpital. J'ai jamais vu mon père comme ça. Il est arrivé avec un nounours. Il est au bout du couloir. Je le vois, je lui cours dans les bras. J'espérais. J'avais l'impression que le fait d'être tombée malade, j'allais avoir un papa vraiment. Je suis pas certain que le père lui ait laissé le nounours et qu'elle ait pu le récupérer. Il ne s'est d'ailleurs jamais comporté comme un père. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Manéchet. Il s'est toujours comporté comme un tyran, comme un dominateur, comme un gourou, comme tout ce que vous voulez, mais jamais comme un père. Betty n'a pas pu saisir l'occasion de raconter son calvaire au médecin de l'hôpital. Denis Manéchet est conforté dans sa volonté de toute puissance pendant encore de longues années. Et rien ne change jusqu'à son 13e anniversaire en 1996. C'est maintenant une adolescente et elle espère un peu sortir de l'enfer que lui fait vivre son père. Elle rêve d'être considérée comme une femme et elle a même l'impression que le regard de ses parents change. Je suis au milieu du canapé, ils sont tous les deux. Ils regardent ma mère Betty Manéchet. dans les yeux, tous les deux. Ils me disent, je suis content, t'es une femme maintenant.
Moi, j'ai l'impression d'avoir gravi un échelon. Ils m'ont regardé d'une autre manière. Il y avait un apaisement, je sentais un apaisement et c'était normal. C'était comme si, maintenant que je suis réglée, tout est possible. Je pensais que mon calvaire allait terminer. Le regard de ses parents a bien changé, mais pas du tout dans le sens qu'elle espérait. Les désirs sexuels de Denis à son égard sont toujours aussi pressants. Ce qui glace les sangs dans cette histoire, c'est l'organisation finalement. Il va falloir tenir un planning sur les règles de moi et de ma sœur. C'est ma mère qui va organiser ce planning. Les enfants sont des souris dans une cage. Betty est traitée comme un objet. Elle est utilisée sans précaution, de plus en plus souvent. Et forcément, Elle va subir sa première grossesse. Je vais tomber enceinte à 13 ans. On va lui demander de raconter une histoire. Denis et Laurence sont très inquiets. Il ne faudrait pas que Betty dévoile aux médecins ce qu'ils lui font subir. Et l'adolescente obéit. J'avoue que j'ai fait le mur, que j'ai couché avec un garçon. Elle, évidemment, elle sait que la réalité est tout autre. On se contentera de cette explication. Et ce stratagème fait ses preuves. Alors les Manéchés vont en faire une habitude, car désormais, les avortements se succèdent. Son père et sa mère vont lui faire une sorte de tourisme médical dans l'Oise, en choisissant à chaque fois des médecins et des hôpitaux ou des cliniques différents, histoire que le lien ne soit pas fait avec les précédents avortements, et puis en disant à chaque fois que c'est un accident. Il ne faudrait pas que les médecins se posent des questions. Jusqu'ici, la vie de Betty n'a été qu'une longue suite d'épreuves, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Elle se souviendra à jamais de son premier avortement. Ma mère me dit, on va aller voir des docteurs, tu vas connaître un avortement. Le médecin me dit, toutes les 3 heures, vous allez avoir un comprimé et il faut aller surveiller que vous voyez une grosse chose noire dans les toilettes. Ça voudra dire qu'il n'y a plus de bébé. Et les médecins passent, toutes les 3 heures, ça en est où? Ça en est où? J'ai vérifié, c'est bon, c'est tombé, c'est fini. Et puis elle est au téléphone à côté de moi, en train de prévenir mon père que c'était en train de se faire. Denis ne cesse de perfectionner son mode de vie pervers. Pendant que Betty est coincée à l'hôpital, il a une solution de rechange. Son aînée, Virginie, et il l'emmène passer quelques jours à la montagne. Mais son petit manège ne passe pas inaperçu. Il y a quand même des personnes qui se sont rendues compte, soit des voisins, soit des instituteurs, Doane Buis, journaliste à l'Obs. qu'il y avait un souci avec les enfants, qui ont essayé de faire des alertes. Alors Denis Manéché choisit toujours de partir lorsqu'il a le sentiment qu'on se mêle un peu trop de ses affaires. Et à chaque fois, il va choisir une maison encore plus à l'écart, encore plus isolée. Et là, on va assister à un isolement quasi total de la famille. Il avait à nouveau tout pouvoir sur sa famille. Denis réfléchit même à un projet encore plus fou. Remodeler sa famille à sa seule convenance.
Il va y avoir des repas qui ne vont plus être pris en famille, mais ça va être les uns après les autres. Benoît Varin, avocat de Betty Maneché. Et donc, plus particulièrement, les garçons d'un côté et puis Betty, sa sœur, et le couple Maneché de l'autre. Tous les enfants grandissent et les garçons, qui ont toujours été tenus à l'écart de l'aspect sexuel des abus de Denis, sont éloignés. On a trouvé la solution très rapidement. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Maneché. On les a installés dans une cabane au fond du jardin. Ils vivaient, ou plutôt ils survivaient dans un cabanon dans le jardin, ils n'avaient pas à manger. Souvent, les filles, elles étaient obligées de venir le soir dans le jardin pour leur donner soit les restes et tout ça, ils avaient toujours faim. Car voilà son objectif, mettre de côté les garçons, évincer sa femme Laurence et s'accaparer totalement Virginie. Denis Maneché viole ses 2 filles, mais pas de la même manière et pas dans le même but. Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. Manifestement, Virginie est l'élue. Elle est la favorite. Il va même, de manière évidente, se mettre à vivre pratiquement uniquement avec Virginie. Ils vont avoir leur partie de maison qui va être dédiée. Le fonctionnement familial va basculer. On la reverra plus parce qu'il va l'emmener au boulot toute la journée. Betty Maneché. Il va rentrer avec elle, il va vivre avec elle. Les garçons sont au fond du jardin, comme les pires domestiques du 19e siècle. La fille est dans le lit du père. La mère est dans une autre pièce. C'est du grand n'importe quoi. On aboutit là à une situation absolument incroyable. Denis ne veut plus de Laurence. Il veut refonder une famille avec Virginie, sa fille aînée. Virginie va, elle aussi, être enceinte des œuvres de son père. Ils vont décider de garder l'enfant. Betty comprend que les choses vont changer pour de bon. Le père et l'élu s'installent ensemble officiellement dans la maison, à l'abri des regards du monde. Pour la jeune femme de 18 ans, tout est bouleversé. C'est quoi la suite? Il achète un terrain à côté de la maison pour construire une maison pour lui, ma sœur et 7 enfants. Donc il prévoit déjà de construire une maison pour y vivre seul avec ma sœur et l'enfant. Donc nous, on est où dans cette famille? Isolée entre une mère complice et une sœur sous l'emprise de Denis, Betty trouve le comportement de son père de plus en plus menaçant à son égard. Elle se demande même s'il ne veut pas se débarrasser d'elle. Il rase les arbres d'une colline, il loue des tractopelles. Il est en train de créer un terrain plat qu'on ne voit pas en bas. Moi, la seule chose que je voyais, c'était nos tombes. J'étais persuadée. Pour moi, la suite, c'était notre mort. Et au premier prétexte, elle a cru sa dernière heure arriver. Un jour, il va découvrir un mégot, il va voir que Betty a fumé. Il voit une mégot de cigarette par terre. Il demande à ma mère ce que c'est. Elle lui dit c'est le voisin qui l'a lancé. Il voit qu'elle lui ment. Denis ne croit pas un instant à cette explication et, fou de rage, il s'arme de l'un de ses fusils et il forme un tas avec les affaires préférées de Laurence sur le terrain qu'il a récemment dégagé. Il y a ma mère et moi, on est l'une à côté de l'autre. Lui, il est là avec son fusil. Il dit qui c'est qui fume? Et ma mère, elle me dit, c'est pas moi. Je lui dis, bah, c'est pas moi. Il redemande qui c'est qui fume. Il tire un gros coup de feu. Il met le feu. Il met le feu aux vêtements de ma mère. Parce qu'elle lui a menti en disant que c'était le voisin. Et moi, il me met le fusil là.
Et on est confronté à crever pour une clope. On en était là. À quel moment ça va être notre heure ? Betty a vu la mort en face. Et si cette fois son père ne l'a pas tué, elle est persuadée qu'il est devenu totalement incontrôlable. Pour la première fois de sa vie, elle trouve la force d'ouvrir une fenêtre et de courir sans se retourner. Je suis partie parce que la seule chose que je me dis, on va tous mourir dans cette maison. Betty a enfin trouvé le courage d'échapper aux griffes de son père. Elle se précipite à la gendarmerie, bien décidée à en finir avec le système Manéché. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Nous sommes en janvier 2002. Face à ce récit, les gendarmes sont stupéfaits. Je parle de mes avortements, je parle de la violence, de notre isolement, des armes qu'il y a chez moi, des fusils, de l'homme qui est mon père. Elle va révéler la réalité de ce qui se passe depuis des années au sein de la famille Manché. Cela paraît tellement incroyable que, dans un premier temps, les gendarmes vont d'abord se dire qu'il leur faut immédiatement diligenter une enquête. Le gendarme, pour moi, c'était mon sauveur. Je tombe sur quelqu'un qui m'écoute. Je vais faire du mal. Je vais envoyer mes parents en prison. Mais par rapport à ce qu'on vit, tant pis. Les gendarmes enquêtent pendant plus de 3 mois. Les Manéchés sont placés sur écoute. Et ce qu'ils entendent confirme les soupçons de sévices et de viols à l'encontre des filles de la famille. Le 3 avril 2002, Denis et Laurence sont placés en garde à vue. Le père de famille doit s'expliquer. Dans un premier temps, Denis reconnaît avoir couché avec ses filles mineures, mais il affirme qu'elles étaient consentantes. Immédiatement, sa position, Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Maneuchés. ça va être de dire « mais mes filles sont amoureuses de moi ». Parfois, on a l'impression même qu'il a été agressé par ses filles, quoi. Il a fini par leur céder parce qu'elles étaient tellement demandeuses qu'il a fini par dire d'accord. Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. Ça aboutit à l'implication du père et de la mère qui sont placés en détention provisoire. Le juge d'instruction met Denis et Laurence en examen pour viol sur mineur, un crime passible de 20 années de détention. Pour la première fois, Betty peut respirer. Il était en prison, donc j'avais plus peur. On peut penser à ce moment-là que ce sera la fin du système Manché. Pourtant, l'emprise de son père est toujours là. Elle passe maintenant par Virginie. Denis la pousse à aller voir Betty pour tenter de la convaincre de retirer sa plainte. Et Virginie a un argument de poids. Elle lui demande au nom de l'enfant qu'elle a eu avec Denis. Elle a l'impression que la procédure que Betty a lancée Doane Buis, journaliste à l'Obs. va faire qu'on va lui enlever son enfant. La seule chose que Virginie me dit, c'est qu'elle veut son enfant. Betty Maneuché. Et il faut que je me rétracte. Et elle tient Betty responsable. C'est qu'est-ce que tu as fait? Tu penses pas à mon enfant, ils vont me retirer mon enfant. Il faut que tu dises que tout ce qu'on a vécu, c'est pas vrai. Je veux mon enfant. Je lui dis que tout ça, c'est fini. On va avoir la vie qu'on veut. Elle m'entend pas. Betty tient le choc. Elle ne retire pas sa plainte. Mais Denis n'a pas dit son dernier mot. Il exige de Virginie qu'elle vienne sous la fenêtre de sa cellule tous les jours. En prison, il réussit en peu de temps à avoir la seule cellule
où il y a une fenêtre en dehors du mur de prison. Quoi qu'il arrive, les policiers, la prison, en fait, il arrivait toujours à obtenir ce qu'il voulait. Virginie viendra tous les jours sous les fenêtres de la maison d'arrêt de Compiègne pour communiquer par geste avec son père. J'étais à ma fenêtre, tiens, pourquoi t'es pas venu aujourd'hui? Mais il a réussi à travers même 4 murs à garder cette emprise-là, même en prison. Même en prison. Malgré les pressions de Virginie, Betty maintient sa plainte. Denis et Laurence restent de longs mois en prison. Mais cela n'a en rien entamé la détermination du père de famille. Et le plus étonnant, c'est qu'en janvier 2004, Denis et Laurence ressortent libres. Ils ont purgé 20 mois, soit le maximum de la détention préventive. Mais le procès se fait attendre. De son côté, Denis Manéché n'a pas changé. Il n'entend pas se soumettre à un autre système que le sien. Lorsque Denis Manéché sort de détention, il sort sous contrôle judiciaire avec des règles à respecter, qu'il ne va jamais respecter. Et il ne va jamais se faire prendre. Et c'est un signal très fort qui est envoyé à sa famille. C'est, vous voyez, en 1 an et demi, 2 ans, je suis dehors. Ça montre bien que je suis le plus fort. Il doit rester seul, sans aucun contact avec ses enfants. Et pourtant, alors que Laurence est partie de son côté, il continue de vivre avec Virginie, qui est toujours sous son emprise. Ils vont vivre ensemble. Benoît Varin, avocat de Betty Manéché. Avec leur enfant comme un couple tout à fait normal. Denis n'a maintenant plus qu'une seule obsession, Betty. Il va tout faire pour qu'elle retire sa plainte avant le procès. L'emprise reprend ses droits. Et l'emprise, elle s'exerce surtout sur le mouton noir, sur Betty, qui a osé dénoncer. Et elle va avoir droit à tous les moyens de pression. Denis renvoie Virginie faire pression sur Betty. Le chantage affectif reprend de plus belle. Elle a face à elle Virginie, la sœur qu'elle adore, qui lui dit « Mais si tu continues à nous dénoncer, eh ben on va me retirer mon fils, je le reverrai qu'à sa majorité. » Forcément, elle se dit qu'elle a fait une erreur. Elle se dit, en fait, j'ai porté plainte, mais du coup, je vais perdre ma sœur. Je vais perdre cette personne avec qui, voilà, on a tout partagé ensemble et elle m'en veut. Enfin, c'est trop lourd à porter. Évidemment qu'elle a envie de retirer sa plainte et qu'elle veut tout effacer. Le poids de cette pression fait que Betty va revenir sur ses dénonciations. Et quelques semaines avant le procès, Betty retire sa plainte. J'écris que j'ai menti, j'écris que c'était un père aimant, j'écris que j'étais jalouse de ma sœur parce qu'elle avait tout et j'avais rien. Denis Manéché va, au plus de nous avoir tout volé, va nous faire passer pour coupables et va devenir la victime jusqu'au bout. Elle va marcher dans cette combine de dire qu'il y avait une acceptation, voire un plaisir à avoir ces... Tout est fini depuis janvier 2002. Et son atout majeur, c'est Betty, qui s'est rétractée. Alors quelle va être son attitude à la barre ? On va pas accabler non plus les jurés de l'Oise. Hein. Ils ont face à eux une accusatrice qui dit en fait non, je me suis trompée. On était parfaitement consentantes. C'est difficile de l'accabler après ce qu'elle a vécu, mais on est obligé de constater aussi que, en s'exprimant en apparence de manière libre devant une cour d'assises, elle a menti et ça a évidemment favorisé les desseins de son père. Une fois de plus, tout s'est passé comme le souhaitait Denis. Puis ça se conclut par une peine qui n'est pas laxiste, qui n'est pas non plus très sévère. Il écope de 8 ans. Mais sans mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il ne retourne pas en prison le soir même. Et comme il fait appel aussitôt, il reste libre.
Denis, qui avait reconnu lors de son arrestation avoir eu des relations sexuelles avec ces très jeunes filles, avoir fait un enfant à Virginie, a su convaincre la cour et les jurés. Lui, son seul projet, c'était de toujours être l'innocent. Betty Manœché. La famille Manœché se reconstruira de la même manière qu'avant ma dénonciation. J'ai échoué. Si ce verdict est plus que clément, ça n'est pas suffisant pour Denis. Sa soif de contrôle total n'est pas satisfaite. 1 an plus tard, le procès en appel démarre à Amiens. Et Denis Manœché compte bien s'en sortir mieux qu'en première instance. Cette fois-ci, il ne reconnaît pas les viols. Et il affirme que toute la famille était consentante. Virginie et Denis Manœché vont arriver main dans la main. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Manœché. Ils vont jouer l'inceste heureux, la famille. On est devant une jeune femme qui dit « mais surtout ne remettez pas mon conjoint en prison ». Et regardez la famille unie et la belle famille qu'on construit. Et puis je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Denis se présente à la cour en père et en compagnon heureux, qui assume totalement ses choix. Et le plus étonnant, c'est qu'il parvient à convaincre. Cette notion d'inceste heureux qui a été évoquée par un expert psychiatre. Il a dit face à cette situation, je vais finir par croire qu'il est possible qu'il y ait un inceste heureux. Qui est quand même une notion Benoît Varin, avocat de Betty Manœché. qui fait dresser les cheveux sur la tête de n'importe qui. Face à la cour et au tribunal, Denis bombe le torse. Contrairement au premier procès, il revendique le droit de vivre comme il l'entend avec Virginie et leur fils. Une espèce d'ivresse de toute puissance. Doane Buis, journaliste à l'Obs. Il a été quasiment adoubé par la justice qui lui a dit soyez heureux. Les jurés ont été complètement perdus. Et en ayant autant de gens qui leur disent « mais ça va, vous inquiétez pas, ça va ». Bon, les jurés, finalement, ils ont baissé les bras, ils ont dit « bon, ben, laissons-les ». Le 19 mars 2012, en fin de journée, le verdict tombe. Denis Manœché est reconnu coupable de viol sur ses filles, mais il n'est condamné qu'à 5 ans, dont 2 fermes. C'est une peine de bisounours. Ils l'ont condamné pour les justes faits, mais ils n'ont pas du tout prononcé la peine en adéquation avec ces faits dont ils reconnaissaient Denis coupable. Les 2 enfermes sont déjà couverts par la période de détention provisoire effectuée par les parents Manœché en 2002. Il ressort libre de la cour d'assises et au bras de Virginie. À l'énoncé du verdict, Betty mesure la distance qui l'éloigne encore un peu plus du reste de sa famille. Denis Manœché, il a gagné tout. Il a eu la main basse sur ses enfants et le droit, finalement, de vivre entre père, fille et leur enfant, validé par la justice. Pour Betty, il est temps de tourner la page. À la sortie du procès d'Amiens, Betty, elle veut plus en entendre parler, la famille Manœché, du système Manœché. Je décide de couper les ponts avec ma sœur. Moi, il faut que j'en sorte de cette famille. Sinon, je vivrai jamais. Pour elle, les ponts sont coupés définitivement. Elle pense que les Manœché, elle ne les reverra jamais. Betty est désormais une jeune femme seule, mais libre. Elle peut tout simplement commencer à vivre. Je vis les 2 plus belles années de ma vie. Elle s'est installée dans une nouvelle vie avec un compagnon et des enfants. Elle a un travail qu'elle aime et le passé de la famille Manœché avec toutes ses souffrances, elle arrive presque à l'oublier. Jusqu'au soir du jeudi 25 septembre 2014. Mon patron me dit, il y a eu un appel, c'est ton père. Et il me dit, Betty, c'est papa.
Il pleure, il me dit « Virginie, elle m'a laissé tout seul comme un chien. Ça fait 3 semaines et demie qu'elle est partie. Il faut que tu viennes me voir. » Mais je suis super choquée. Betty n'a plus aucune nouvelle de sa famille depuis 2 ans. Virginie, sa sœur adorée, a choisi son camp. Et Betty l'a accepté. Pour elle, la nouvelle de son départ du clan Manéché est incompréhensible. Qu'a-t-il pu se passer pour que la situation ait changé ? Virginie, il faut qu'elle ait 33 ans Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. pour se rendre compte finalement que tout ça, c'est pas normal et qu'il faut y mettre fin. Si Virginie a grandi, Denis, lui, a vieilli. Et le brillant chef d'entreprise tyrannique a connu quelques revers de fortune. Denis a du travail, il a 56 ans, mais c'est plus les emplois qu'il a eu avant et ce sont plus les revenus qu'il a eu avant. Si Virginie décide d'agir, c'est aussi parce qu'elle n'est pas la seule à ouvrir les yeux sur la situation. Son fils à Virginie devient plus grand, donc il commence à se poser des questions. Les dégâts, il y en aura, puisqu'il faudra un jour expliquer à son fils que son père est également son grand-père. Pour protéger son enfant, elle a fait tous les sacrifices. Mais pour Denis, il est hors de question de perdre le contrôle pour la première fois de sa vie. Denis va effectivement tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver Virginie, et notamment, il imagine que Betty a des informations. Je suis persuadée d'une seule chose, c'est que si elle est partie depuis 3 semaines et demie et qu'il ne l'a pas retrouvée, c'est qu'elle est en sécurité. Betty ne sait rien à propos de sa sœur. Pour plus de sécurité, Virginie n'a rien dit à personne. C'est une jeune femme qui est très habile de ses mains et très bonne mécanicienne. Et donc, elle va être mécano chez un garagiste de Gisors, va mettre à sa disposition un logement qui est aménagé au-dessus du garage. Il lui tend la main sans qu'il y ait de suspicion de quoi que ce soit entre eux. Je pense que c'est quelque chose qui est évidemment tout de suite venu à l'esprit de Denis. On ne pouvait le quitter que pour que quelqu'un d'autre. Évidemment, elle est terrorisée que Denis Manéché la retrouve. Hélas, pour la jeune maman, Denis a tout mis en œuvre pour la retrouver. Et ses efforts ont payé. Il sait où Virginie se cache. Lui qui a toujours tout dirigé, n'a pas supporté d'être quitté. Et ce 7 octobre 2014, il passe à l'action. Il l'a suivi, il avait même une perruque dans sa voiture. Qui lui permettait de se travestir et peut-être de se faire moins repérer. Denis, qui rôdait dans les parages, va reconnaître son véhicule et il va parvenir à la localiser par ce biais-là. L'homme tout-puissant qui terrorisait sa famille d'un claquement de doigts n'est plus qu'un mari délaissé qui met des perruques pour épier sa victime. Son pouvoir a disparu. Et pour lui, c'est insupportable. Dès le matin, Denis Manéché va se mettre en planque à proximité du garage. Les heures passent jusqu'à 19h, lorsque le patron de Virginie s'apprête à fermer son garage. Alors qu'il a déjà vu des employés du garage partir, il va s'avancer vers l'enceinte du garage. Rien ne doit se mettre sur son chemin, parce que son chemin, il le mène à Virginie. Le patron du garage, qui voit ce type s'avancer vers lui, qu'il ne connaît pas, qui va à sa rencontre pour savoir pourquoi il est là, et que Denis va abattre froidement. Et ensuite, il va chercher Virginie. Il est venu pour l'éliminer puisqu'il sait qu'il ne l'aura plus jamais. Et mon père en face. La façon dont il a tué Virginie est très particulière. Il va lui tirer dans l'épaule gauche. C'est un endroit où elle a un tatouage. À Denis pour la vie. Il a utilisé 2 coups.
C'était la mort assurée, c'était fini. Il va lui loger une balle en pleine tête. Et puis il va retourner l'arme contre lui. Lui, il se met une balle. Il a eu le droit de faire du mal. Betty Manœché. Il a eu le droit de vivre avec sa fille. Il a eu le droit de la tuer. Le silence est revenu dans le garage de Gisors. Les secours et la police arrivent sur les lieux quelques minutes après le dernier coup de feu. Ils découvrent les 3 corps inanimés. Mais Denis Manœché est toujours en vie. C'est assez miraculeusement qu'il va être évacué vivant vers l'hôpital de Rouen. Il fait 6 mois de coma, il se réveille. Il va s'en sortir, mais durablement marqué. Il est hémiplégique, il peut pas parler, il est muet. 6 mois plus tard, c'est un Denis affaibli qui se présente à son procès pour les meurtres du garagiste et de sa fille Virginie. À la cour d'assises d'Évreux, l'ambiance est très particulière. L'arrivée de Denis Manœché dans un fauteuil roulant, poussé par une infirmière. Cet homme, il peut plus rien leur faire. Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard. Il est enfermé dans le carcan de son corps qui peut plus bouger. C'est une sorte de linceul qu'on fait traverser tout le palais de justice. L'ex-tyran tout-puissant n'est plus que l'ombre de lui-même. Toute la famille est présente pour assister à la chute de Denis. L'emprise n'existe plus. À l'écart de ses proches, Betty est seule sur un banc lorsque Denis arrive à la barre. J'ai hurlé quand il est arrivé dans la salle, en fait. Je le regarde et il se met à hurler. Le moment clé, c'est certainement le moment où Betty va, pour la première fois de sa vie, certainement parler à son père et lui dire ce qu'elle lui reproche. Moi, j'aimerais comprendre comment on a fait pour en arriver là. Et je le regarde dans les yeux. Ça a été nécessaire. Je vais lui dire qu'on n'était pas des putes et que le mal, c'est lui et c'est pas nous. Et si Virginie, elle avait été là, elle n'aurait pas été haineuse non plus. C'est impossible, parce que nous, on nous a pris toute notre innocence de petite fille. Finalement, moi, j'ai perdu ma sœur dans toute cette histoire. Elle a souhaité Benoît Varin, avocat de Betty Manœché. dire à son père que malgré tout, elle s'en sortirait et que c'est pas lui qui gagnerait. Au bout de 13 jours, les jurés se retirent pour délibérer avant de revenir 3 heures plus tard. Pour Betty, c'est le moment de conclure ce chapitre de sa vie. J'entends le verdict, je pars. Je suis la première à sortir de la salle. Je veux plus le revoir. Condamné à la perpétuité pour ce double meurtre, Denis est renvoyé à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Mais il réserve une dernière surprise à tous les acteurs de cette histoire. Denis Manœché va être le maître des horloges jusqu'au bout. 24 heures après son procès et sa condamnation à perpétuité, Denis Manœché meurt d'un arrêt cardiaque. C'est assez incroyable. Ce sera l'ultime péripétie de ce dossier si particulier. Mais nous, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a vécu, avec l'homme qui nous a tiraillés, avec la terreur, avec la souffrance, la peur de mourir. Mais on ne peut pas porter tout ça toute seule aussi. Aujourd'hui, 7 ans après la mort de sa sœur, Betty a refait sa vie. Elle est la mère heureuse de 5 enfants et son seul souhait désormais est d'oublier le passé.